Bonjour tout le monde. Durant cette séance, on va voir ensemble une méthode qui est très importante dans l'investigation stratigraphique. Il s'agit de la lithostratigraphie. La lithostratigraphie, par définition, est l'étude des ensembles lithologiques, de leur organisation et de l'enregistrement du temps à partir des données lithologiques. Cette méthode intervient en amont de toutes les études géologiques d'une région donnée, c'est-à-dire pour tout type d'investigation, que ce soit structurale, sédimentologique, métallogénique, hydrogéologique. La personne doit passer par l'investigation stratigraphique afin de définir les ensembles lithologiques qui se trouvent dans le bassin sédimentaire en question. Pour cela, il y a trois approches dans l'analyse lithostratigraphique. L'approche géométrique qui permet de définir donc les unités lithostratigraphiques aux limites hétérochrones et qui est du ressort de la lithostratigraphie géométrique. L'approche analytique qui est du ressort de l'analyse séquentielle, et dans ce cas-là, on va procéder à un découpage en séquence d'objets dont les limites sont généralement soit isochrones, soit hétérochrones, suivant l'importance de ces séquences d'objets, et l'approche interprétative génétique qui est du ressort de la stratigraphie séquentielle et qui permet de procéder à un découpage de l'unité lithostratigraphique en question en séquence génétique, dont les limites, dans ce cas-là, ils sont généralement isochrones. La lithostratigraphie maintenant géométrique. Donc j'ai choisi cette vue panoramique d'une portion de la Hamada de Guir située au sud-est du Maroc, à l'est du bassin de Tafilet, pour vous montrer la procédure à suivre par un stratigraphe afin de déterminer les unités lithostratigraphiques présentes dans le secteur de travail. La première chose qui implique le stratigraphe, c'est la variation des couleurs liées, donc les couleurs d'altération. Bien entendu, les couleurs d'altération sont en relation directe avec le type lithologique des ensembles lithologiques présents. Ici, d'après ces couleurs, on voit une partie inférieure qui est gris verdâtre et une partie supérieure qui est ocre à jaunâtre. Déjà ici, on est en présence de deux grands ensembles lithologiques. Un ensemble qui est de plus est affecté par une tectonique et donc qui constitue le socle, et un ensemble qui est constitué par une succession tabulaire et qui constitue la couverture. Le stratigraphe, quand il pousse, donc, peut pousser l'investigation et peut même définir des sous-ensembles lithostratigraphiques au niveau de la couverture en se basant, dans ce cas-là, sur la différence de compétences entre les différents ensembles. Il y a des ensembles qui sont compétents et qui dessinent ici des coestas successives, séparés par des ensembles qui sont tendres et qui peuvent être des formations plus marneuses ou plus argileuses et donner lieu à d'autres unités lithostratigraphiques. À partir de cette investigation, cette succession lithostratigraphique vue au niveau de cet affleurement peut donner lieu à une coupe synthétique verticale, une coupe synthétique lithostratigraphique, dans laquelle le stratigraphe place les différentes unités lithostratigraphiques observées de la base vers le sommet. Il peut aussi passer donc à l'exécution d'un autre document qui donne une vision sur l'extension géographique de ces unités lithostratigraphiques observées et qui va le produire sous forme d'une carte géologique avec les différentes couleurs, et chaque couleur, donc ce sont des couleurs conventionnelles, et chaque couleur indique une unité lithostratigraphique donnée. Les unités lithostratigraphiques, elles sont définies comme étant des ensembles lithologiques homogènes. On distingue deux types d'unités lithostratigraphiques, les unités lithostratigraphiques formelles et les unités lithostratigraphiques informelles. Les unités lithostratigraphiques formelles, ce sont des unités, pourquoi on parle d'unités lithostratigraphiques formelles? Par le fait que ce sont des unités qui sont
qui sont définies par une limite inférieure et une limite supérieure. Ces unités lithostratigraphiques formelles, elles présentent les caractéristiques suivantes. Ils sont caractérisés par les mêmes faciès, donc même environnement sédimentaire, même cortège biologique ou paléontologique, même contexte géogénétique, c'est-à-dire ils se sont formés, ils se sont transformés diagénétiquement dans le même milieu, même structuration tectonique, c'est-à-dire ils sont affectés par la même phase tectonique et aussi des discontinuités sédimentaires de même ordre. On distingue par hiérarchie croissante, par ordre hiérarchique croissant, on distingue les strates au banc, les membres, la formation et le groupe. Tout d'abord, la formation. Pourquoi j'ai commencé par la formation? Parce qu'il constitue une unité lithostratigraphique de base, caractérisée qui caractérise un ensemble homogène et cartographiable. L'épaisseur varie de 1 mètre à plusieurs milliers de mètres. Le nom de la formation se rapporte à la localité où il a été défini. Par exemple, formation des dolomies et calcaires massifs d'Idiquet, c'est-à-dire c'est une formation qui a été définie à la localité dite Idiquet qui se situe dans le Haut Atlas central versant nord et qui a été définie par Studer. À ce nom de la localité, on peut ajouter une distinction lithologique comme ici, dolomies et calcaires massifs. La description d'une formation doit concerner le faciès, le milieu de dépôt, la géométrie, épaisseur, les caractéristiques physiques, c'est-à-dire perméabilité, dureté, les ressources économiques, à savoir hydrogéologiques ou énergétiques. L'âge de la formation doit être signalé, mais ça reste une valeur ajoutée du fait que, dans la majorité des cas, les formations sont hétérochrones. La couche, c'est la plus petite unité formelle, elle est d'épaisseur centimétrique à métrique, jouant parfois le rôle de repère et permettant des corrélations. Le membre, c'est une unité lithostratigraphique d'autant inférieure à la formation et supérieure à la couche. Elle est formée par une succession de bancs. Il permet des subdivisions au sein de la formation pour faciliter sa description. Le groupe, c'est une unité lithostratigraphique supérieure à la formation. Il est formé par la succession, l'emboîtement de plusieurs formations à caractère lithologique homogène et porte aussi le nom de la localité où il se trouve. Ici, vous avez une illustration de ce degré, de cet emboîtement des unités lithostratigraphiques. On commence par les strates qui s'organisent et qui s'agencent dans des membres, et les membres s'agencent dans des formations, et les formations, formation 1, formation 2, vont donc s'agencer pour former le groupe. Ici, le groupe cénozoïque. Bien entendu, en soubassement, c'est-à-dire le socle, il regroupe aussi des formations qui constituent le groupe paléozoïque de cette région d'où a été photographié cet affleurement. Les unités lithostratigraphiques informelles, ce sont des unités à intérêt économique et qu'on trouve aussi incorporées dans les formations lithologiques formelles. On distingue les lentilles de sable qui peuvent être le lieu de magasinage des hydrocarbures et des eaux, les lentilles, les holosolides, les filons hydrothermaux minéralisés. L'analyse séquentielle. Maintenant, on va voir l'approche séquentielle. Donc, l'approche séquentielle est basée sur l'évolution graduelle des composantes des dépôts, éléments de faciès, des unités lithostratigraphiques prédéfinies et de leur regroupement en séquence d'objets ou de faciès de différents ordres. La notion de séquence de faciès, il s'agit la séquence de faciès, c'est une suite évolutive de plusieurs caractères qui sont le faciès. Donc, à titre de rappel, connaissez que le faciès, c'est l'ensemble des caractères observables et mesurables d'un dépôt et qui permet de distinguer des dépôts adjacents. En fonction des objets ou du faciès considéré, plusieurs types de séquences peuvent être distingués, à savoir quand on est dans un contexte de dépôt granulé, hydraulique, classique, on a tendance à définir des séquences granulométriques par l'évolution de la taille des grains et par conséquent, on distingue des séquences qui sont granodécroissantes et des séquences qui sont
ou des séquences grano-croissantes. Donc, quand on a une sédimentation chimique, à ce moment-là, on a tendance à définir donc une évolution géochimique à l'échelle séquentielle, et ce qui donne des séquences géochimiques. On peut aussi se baser sur un autre objet faciologique, c'est-à-dire c'est l'évolution des épaisseurs des strates compétences par rapport aux strates marneuses tendres, et on peut définir des séquences stratiques dites des séquences stratimétriques qui peuvent être soit strati décroissantes comme le cas que vous voyez, ou ils peuvent donc être peuvent être des séquences strato-croissantes, c'est-à-dire l'inverse de cette figure. Les discontinuités constituent des éléments qui sont un élément qui est très important dans le découpage séquentiel. Donc les discontinuités, ils sont définis comme étant des arrêts ou des changements dans la sédimentation. On a défini par ordre d'importance des discontinuités, et cet ordre d'importance est en relation avec l'extension géographique des discontinuités, en allant des plus petites discontinuités dont l'extension est limitée, donc elle est locale, à savoir les limites de feuillet, les diastèmes, les joints ou le ravinement. Donc pour les surfaces d'IRC, à ce moment-là, la discontinuité aura un ordre qui est très important, vu que les surfaces d'IRC sont caractérisées par leur grande extension géographique. De même que pour les discordances cartographiques qu'on utilise comme limite des unités lithostratigraphiques cartographiables. Les discordances angulaires mineures sont des discordances, donc des discontinuités majeures, qui sont en relation avec les phases tectoniques, et de même que pour les discordances angulaires majeures qui sont liées à des orogénèses. L'importance, comme je viens de dire, l'importance des discontinuités est liée à leur extension géographique et non pas à leur nature sédimentologique. Les discontinuités, vous connaissez donc les discontinuités, ils sont de deux types, en fonction des facteurs qui leur ont donné naissance. Soit on parle de discontinuité autocyclique, et dans ce cas-là, ils sont en relation avec des facteurs internes du bassin, et généralement, ce type de discontinuité, elle est locale. Il ne présente pas une grande extension géographique. Alors que les discontinuités allocycliques en relation avec les facteurs externes de contrôle sont des discontinuités d'extension très importantes, d'extension géographique très importante. Ils sont en relation avec des facteurs externes tels que le statisme, la variation statique du niveau marin, ou la variation climatique, qui est donc les variations climatiques, vous connaissez que ce sont des variations qui peuvent se répercuter à l'échelle globale et intéresser plusieurs bassins contemporains, ou aussi l'évolution tectonique. Donc, je conclus que l'importance des discontinuités sédimentaires définit l'importance, l'ordre de grandeur de la séquence qui est associée. Le découpage séquentiel et l'analyse séquentielle. Donc, le découpage séquentiel, elle est défini par l'analyse séquentielle. Cette analyse séquentielle correspond à une méthode qui permet d'établir le mode d'organisation et d'évolution verticale des sédiments par l'individualisation des séquences d'objets à différents ordres. Cette méthode est précédée par la définition sur le terrain des discontinuités sédimentaires, la reconnaissance sur le terrain et au laboratoire des faciès qui sont présents, l'établissement de la suite élémentaire locale des faciès ou de suite virtuelle qui correspond à l'extrapolation à l'échelle de l'espace de la séquence d'objets. On distingue des évolutions, deux types d'évolutions, soit des évolutions qui sont rythmiques, soit des évolutions qui sont cycliques, c'est-à-dire rythmiques, on passe du faciès A au faciès C, ou cyclique, on passe du faciès A et on termine par le même faciès de départ. Voilà ici un exemple d'analyse séquentielle établie pour cette coupe qui correspond à une formation. Et vous voyez qu'on établit, avant de passer à l'exécution de l'analyse séquentielle, on doit établir l'ordre des faciès. C'est ce qu'on a appelé la suite virtuelle ou la suite naturelle locale. Et cette évolution se fait par l'intermédiaire d'une courbe d'évolution statique
et qui nous permet de procéder à un découpage de différents ordres en allant de l'ordre 1 jusqu'à l'ordre 4. Vous avez ici donc plusieurs séquences jusqu'à 14 séquences d'ordre 1 qui s'arrangent donc trois mésoséquences d'ordre 2 et puis qui donc évoluent et qui se regroupent à leur tour dans deux séquences troisième ordre et l'ensemble s'intègre dans une grande séquence de quatrième ordre. Ce qui nous amène à parler de l'ordre ou de la hiérarchie des séquences d'objets ou de faciès. On distingue 4 types de séquences d'objets qui sont par ordre croissant. La séquence unité d'échelle millimétrique à centimétrique au pont ou la mine de premier ordre, la séquence élémentaire d'échelle décimétrique à plurimétrique, cette séquence est liée à la dynamique du milieu, séquence de marée, séquence de barrière, deuxième ordre. La mésoséquence d'échelle décamétrique et à valeur descriptive, la séquence majeure oméga séquence d'échelle décamétrique à hectométrique, cette séquence est liée à la dynamique du bassin, c'est-à-dire au quatrième ordre. Maintenant, l'approche interprétative et génétique, c'est-à-dire la stratigraphie séquentielle. Cette approche, elle est basée sur l'individualisation des unités lithostratigraphiques ou des unités lithostratigraphiques génétiques, dont le développement est lié à l'évolution de un ou de plusieurs variables contrôlant l'espace disponible de la sédimentation. Ces variables sont les variables allocycliques dont on a parlé tout à l'heure, tectonique, subsidence, niveau marin absolu et climat, ou des variables autocycliques propres au bassin qui sont donc la productivité sédimentaire, c'est-à-dire le taux de sédimentation, les courants, donc les types de courants et la géochimie. L'espace disponible, par définition, est l'espace qui existe entre le plancher du bassin et le niveau marin statique et il est sujet à des fluctuations dont le facteur primordial de cette fluctuation reste le statisme. Les autres facteurs, par exemple la subsidence et la sédimentation, ils sont considérés comme étant des facteurs constants. Caractéristiques des séquences génétiques. Trois principales caractéristiques qui définissent les séquences génétiques, à savoir les limites qui encadrent les séquences génétiques, la hiérarchie ou l'ordre des séquences et la composition interne, c'est-à-dire les cortèges sédimentaires qui composent cette séquence génétique ou ces séquences génétiques. En ce qui concerne les limites, on distingue 3 types de limites ou discontinuités dans le cas des séquences génétiques. La première limite, c'est la surface de l'est des eaux. Elle est en relation avec la chute rapide du niveau marin durant les régressions. La première surface d'inondation ou surface de transgression est en relation avec une remontée du niveau marin et il provoque ainsi un déplacement des sédiments vers le continent par rétrogradation et un changement, c'est-à-dire on passe de la tendance progradation durant le bas, donc durant la chute du niveau marin, à une tendance de rétrogradation ou de transgression. Et enfin, vous avez la troisième discontinuité, c'est la discontinuité d'inondation maximale, donc notée SIM. C'est une discontinuité qui marque le maximum de la montée statique. Le taux de sédimentation devient relativement très réduit dans les zones les plus profondes, ce qui donne lieu à la formation de surface d'ici ou d'intervalles de condensation. La hiérarchie des séquences génétiques, suivant un ordre d'emboîtement décroissant, on distingue la séquence de premier ordre liée au mégacycle statique, dont la durée est supérieure à 50 millions d'années. Donc, c'est un moyen aussi pour calculer le temps. Donc, séquence de deuxième ordre liée au supercycle statique, 3 millions d'années à 50 millions d'années. Séquence de troisième ordre aux séquences de dépôt liées au cycle statique d'une durée de 0,5 à 3 millions d'années. Et les séquences de quatrième ordre et de cinquième ordre aux paraséquences de durée de 0,08 millions d'années à 0,5 millions d'années. Donc la séquence de dépôt ou la séquence génétique, c'est l'unité principale dans le découpage génétique et interprétatif, et il se définit comme étant une séquence de dépôt qui correspond à une représentation lithologique d'un cycle statique et de vie.
Donc, ces séquences de dépôt ou séquences génétiques, donc, de différents ordres. Elle est limitée à la base par une discontinuité de type LS et au sommet par une autre discontinuité de type LS. Entre ces discontinuités s'arrangent donc des cortèges sédimentaires. Le premier cortège qui se développe durant la chute, c'est le bas niveau marin, qui est limité à son sommet par la surface transgressive. Et puis, vous avez le cortège d'intervalle transgressif, limité à son sommet par la surface d'inondation maximale. Et enfin, un cortège de haut niveau marin, qui est d'abord, elle est rétrogradant, et puis ça se termine par une rétrogradation liée à la décélération de la vitesse de la remontée statique. Suivant l'ampleur de la chute du niveau marin, on distingue deux types de séquences de dépôt ou de séquences génétiques. Les séquences de type 1, elles se forment quand la chute du niveau marin dépasse la bordure externe de la plateforme. À ce moment-là, les séquences qui vont se développer, ils vont être limitées à la base par des discontinuités de type LS1 et au sommet par des discontinuités de type LS2. Donc, ils sont constitués par 4 cortèges sédimentaires, à savoir le cortège de bas niveau marin, qui se développe suivant une progradation et qui est alimenté par des dépôts d'érosion provenant de la plateforme émergée. Les séquences sont strato-décroissantes et grano-décroissantes et les faciès sont marqués par des structures de remaniement. Donc le cortège se met en place, comme on l'a dit, suite à une progradation. Vient par la suite l'intervalle transgressif qui se forme durant la remontée marine et donc il traduit une rétrogradation. Le cortège se met en place suite à une remontée rapide du niveau marin par rétrogradation. Les séquences sont strato-décroissantes et grano-décroissantes, comme les séquences du bas niveau marin. Mais là, les séquences, même si elles sont strato-décroissantes et grano-décroissantes, ils dessinent une bâtie croissante, c'est-à-dire une remontée marine. La sédimentation dans ce cas-là, elle est différente de la sédimentation du bas niveau marin parce qu'elle est marquée par donc, son autochtonie et une faune ou une flore autochtone. De plus, elle est peu remaniée. Le cortège de haut niveau marin. Le cortège de haut niveau marin se développe quand le niveau marin est à son maximum. On note une aggradation suivie d'une progradation qui annonce le début de la chute du niveau marin ou une décélération dans la remontée. Les paraséquences dans ce cas-là, elles sont donc facilement reconnaissables pour déterminer le cortège de haut niveau parce qu'ils sont généralement strato-croissants et grano-croissants. Le cortège il est plus développé sur la plateforme et moins développé sur le talus et le bassin. Les séquences de dépôt de type 2. Dans ce cas-là, ces séquences se forment quand la chute du niveau marin ne dépasse pas donc la bordure externe, c'est-à-dire une tranche d'eau va couvrir la plateforme et qui va la sauvegarder contre l'érosion. Ainsi se développent des séquences de type 2 dont la limite inférieure est de type LS2 et la limite supérieure peut être de type LS1 ou LS2, c'est-à-dire en fonction de la séquence génétique qui va se former par la suite. Ce type de séquence comprend les cortèges sédimentaires suivants. Prisme de bordure de la plateforme, c'est-à-dire c'est la barrière qui va se former dans la zone d'articulation, un cortège transgressif comme pour les séquences type 1 et un cortège de haut niveau marin comme aussi pour le cortège, donc pour les séquences de type 1, c'est-à-dire qu'ils présentent les mêmes caractéristiques sédimentaires, stratimétriques et granulométriques. En résumé, on a passé en revue durant cette séance les différentes approches en lithostratigraphie. Ces différentes approches sont la lithostratigraphie géométrique, la lithostratigraphie séquentielle ou analyse séquentielle et la lithostratigraphie génétique ou stratigraphie séquentielle. Il faut savoir que ces trois approches sont complémentaires et doivent être intégrées dans toute étude lithostratigraphique d'un bassin sédimentaire. Donc l'investigation de base est bien entendu la lithostratigraphie géométrique ou la lithostratigraphie classique qui nous a permis de découper la pile sédimentaire du bassin en question. Ensuite, lithostratigraphique formelle. Les autres approches sont aussi très importantes et permettent d'avoir une base
d'interprétation de la géodynamique sédimentaire du bassin en question et par la suite de procéder à la comparaison et la corrélation avec les autres bassins sédimentaires contemporains, surtout pour l'apport de l'approche génétique, c'est-à-dire la stratigraphie séquentielle. Celle-ci, il permet en plus une subdivision donc en séquences génétiques, et ces séquences génétiques, elles sont caractérisées par leur valeur temporelle qui est isochrone, surtout pour les limites LS qui encadrent ces séquences génétiques. C'est-à-dire que on essaie de déterminer ces séquences de peau, et puis il y a une charte de référence qui est la charte de Weil et de Hack, et on essaie de comparer notre découpage en séquences génétiques avec cette charte, qui doit être conforme. Sinon, s'il y a de plus ou de moins de séquences, à ce moment-là, on est sûr qu'il y a un facteur de contrôle interne propre au bassin. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.